Répondre à l'engagement des jeunes femmes dans les groupes extrémistes violents au Mali et au Niger, c'est le nom du projet publié en 2021 par l'ISS, l'Institut d'études de sécurité à Dakar, alors que les groupes djihadistes au Sahel ne cessent leur expansion depuis une dizaine d'années, notamment au Mali et au Niger. L'étude montre que si certaines femmes sont contraintes d'adhérer à ces groupes extrémistes violents, d'autres le rejoignent volontairement. Pour en parler aujourd'hui, Jeanne Ella Abatan, chercheuse principale et auteure de l'étude avec Boubacar Sangaré. Bonjour. Bonjour, bonjour Merci de Khalidou. répondre à nos questions. Tout Merci. d'abord, j'aimerais que vous nous parliez de votre recherche en quelques mots. Donc la recherche dont tu as parlé a été menée par moi-même et une équipe de 14 personnes. Donc on était 15 au total, des chercheurs de l'ISS, mais aussi des chercheurs du Mali, des chercheurs du Niger. L'étude a été menée au Mali et au Niger, notamment dans les régions de Ségou et de Mopti au Mali et au Niger dans la région de Difa. On s'est intéressé non seulement à l'association des femmes, donc pourquoi et comment est-ce que les femmes se retrouvent dans la Katiba Massina au Mali et au Niger, dans Boko Haram, dans la région de Difa. Et pour nous, c'était important de s'interroger sur la participation ou l'implication des femmes dans ces groupes pour comprendre leur motivation, ce qui les pousse à se retrouver dans ces groupes-là, les rôles qu'elles jouent pour ces groupes, les avantages que les groupes tirent de l'association des femmes à leur association, mais également mieux comprendre la résilience des femmes. Donc, comment est-ce que d'autres femmes qui vivent dans les mêmes contextes, dans les mêmes localités et qui ont été même approchées, dont certaines ont été approchées à des fins de recrutement, quelles sont les stratégies qu'elles ont mises en place pour éviter le recrutement ou pour éviter de se retrouver dans ces groupes et quels sont les acteurs locaux qui jouent déjà un rôle dans le renforcement de la résilience au niveau local. Pour nous, le but de cette recherche, c'est vraiment d'informer les décideurs, d'informer les politiques, les stratégies, mais aussi les programmes qui sont mis en œuvre pour prévenir et lutter contre l'extrémisme violent dans ces deux pays et s'assurer que ces politiques, ces stratégies prennent en compte les besoins des femmes qui sont souvent exclues ou qui sont souvent perçues comme des victimes sans vraiment volonté ou qui n'ont pas la capacité décisionnelle quand il s'agit des questions d'insécurité ou de violence. Justement, étant donné l'insécurité dans cette région, j'imagine que c'était très délicat d'avoir des témoins qui soient acteurs ou victimes. Comment avez-vous réussi à convaincre ces témoins de vous parler? Donc, il a fallu d'abord mettre nos interlocutrices, mais aussi interlocuteurs, parce qu'on a parlé avec des femmes, mais aussi avec des hommes. Il a fallu les mettre en confiance. Les mettre en confiance en leur expliquant l'objectif de la recherche. L'objectif de la recherche n'était pas de pointer du doigt des gens qui participent à l'extrémisme violent ou qui ne le font pas, mais vraiment de comprendre, de donner la voix à ces personnes-là qui vivent dans des contextes d'insécurité, qui se retrouvent impliquées pour une raison ou une autre dans les activités des groupes extrémistes violents et vraiment leur donner la voix, comprendre l'extrémisme violent du point de vue de ces personnes-là et ne pas seulement se limiter à la perception de personnes qui sont souvent très éloignées de ces théâtres de conflit. Il a fallu aussi la stratégie qu'on a mis en place, c'était aussi tout au long de la collecte de données ou des entretiens avec nos interlocuteurs, avoir leur consentement libre et éclairé. On n'a pas forcé des gens à participer à l'étude, mais vraiment leur fait comprendre l'objectif, les amener à partager avec nous les informations utiles à la compréhension de la problématique, la participation féminine à l'extrémisme violent. Donc voilà en gros quelques stratégies qu'on a mis en œuvre. On a aussi utilisé la méthodologie de boule de neige. Donc en parlant avec des personnes qui vivent dans ces contextes, qui peut-être ne sont pas directement impliquées dans la problématique, mais qui connaissent des gens, des proches, des membres de la famille, une mère, un père, des amis. En parlant avec ces personnes-là, on est arrivé à rentrer en contact avec les femmes qui sont directement impliquées dans ces activités
ou qui ont été approchés à des fins de recrutement et qui ont décidé de ne pas se retrouver dans ces groupes. Ça a permis de créer un lien de confiance entre l'équipe de recherche, mais aussi nos interlocutrices sur le terrain. On a aussi évité on n'a pas rémunéré des gens dans le cadre de cette recherche. Pour nous, c'est très important parce que ça évite de créer des biais dans la recherche. Vraiment permettre aux gens de partager leurs expériences, permettre aux gens de mettre à disposition leur vécu, des témoignages sur ce qui les a poussés à se retrouver dans ces groupes, afin que nous, en tant que chercheurs, nous puissions mettre à disposition ces informations aux décideurs qui, eux, ont la capacité de pouvoir faire changer les choses, de pouvoir prendre des décisions pour améliorer la situation sécuritaire dans les localités où on a mené la recherche. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet de l'étude. La première question que je voudrais vous poser, c'est quels sont les facteurs favorisant l'adhésion de ces femmes à ces groupes extrémistes violents? Est-ce qu'elles sont recrutées ou elles adhèrent par elles-mêmes? Donc, on a documenté plusieurs facteurs et nous, on les a appelés plutôt facteurs d'association. La raison pour laquelle on a choisi le mot association et non le mot engagement ou adhésion, c'est parce que souvent, on s'est rendu compte en s'entretenant avec les femmes, mais aussi avec des hommes, sur l'expérience des femmes, que la décision de se retrouver dans ces groupes-là n'est pas toujours volonté. Et souvent, ce n'est pas une décision. Souvent, c'est basé sur des circonstances. Donc, des femmes qui se sont retrouvées au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais moment, qui ont été enlevées par des membres du groupe. Le cas du Niger, de Boko Haram au Niger, des femmes qui sont kidnappées, enlevées. On a aussi documenté des cas où des femmes ont été obligées par des membres de leur famille, que ce soit le père, le frère ou leur mari, de les suivre dans le groupe. Ça, c'est le cas du Niger. Au Mali, par exemple, des cas de femmes qui ont collaboré avec la Katiba Massina, volontairement ou pas, parce qu'elles ont un membre de leur famille dans ce groupe-là, un oncle, un père, un frère dans le groupe. Il y a aussi des femmes qui ont décidé de se retrouver dans ces groupes-là de gré, et pour différentes raisons. Je suis sûre qu'on va l'aborder. Mais aussi des motivations liées à la vengeance. Des motivations liées à la vengeance dans le contexte d'opérations qui sont mises en œuvre par les États, mais aussi par leurs partenaires. Donc un ressentiment, on peut dire, c'est des griefs contre l'État. C'est des griefs contre l'État, mais aussi des griefs contre les réponses mises en œuvre par l'État et la manière dont ces réponses sont mises en œuvre est perçue par les populations qui, dans certains cas, au Mali, au Niger, il y a eu déjà des accusations de violation de droits de l'homme pendant des opérations contre-terroristes qui ont nourri chez certaines de nos interlocuteurs ce sentiment, ce ressenti de s'associer au groupe pour pouvoir venger, pour avoir accès à une justice qu'on peut expéditive, mais pour eux, c'était quand même avoir accès à une justice en collaborant avec la Katiba Massina. Il y a, si je donne l'exemple d'une femme qui nous a dit, pour moi, collaborer avec la Katiba Massina, leur donner des informations pour que le groupe puisse tuer, même si c'était un militaire, pour moi, c'était déjà un moyen de venger la mort de mon fils qui a été tué pendant une opération de contre-terrorisme. Si j'ai bien compris, certaines réponses de l'État dans la lutte contre le terrorisme peuvent favoriser l'adhésion de certaines femmes qui ont perdu des proches à ces groupes extrémistes violents. Oui, effectivement, certaines réponses qui sont mises en œuvre sans une bonne compréhension du contexte dans lequel ils sont mis en œuvre, des réponses qui n'impliquent pas les communautés, qui ne prennent pas en compte les perceptions ou les ressentis des communautés, peuvent aggraver la situation et pousser les gens, au lieu de ramener des gens à collaborer avec l'État, les pousser dans les bras des groupes extrémistes violents. Et la plupart de ces groupes-là, que ce soit au Mali, dans le Sahel ou dans le bassin du lac Tchad, ils utilisent ces ressentis, ces vulnérabilités locales pour recruter des gens au sein des communautés en se positionnant comme des alternatives à l'État dans des contextes où soit l'État n'est pas présent ou quand l'État est présent, l'État est contesté par ces groupes, mais aussi par les communautés à cause de la posture ou du comportement de certains
acteurs étatiques qui sont en contact avec les populations dans ces régions. Je rappelle que votre étude porte sur deux groupes, le groupe Boko Haram au Niger et le groupe Katiba Massina au Mali, qui est lié au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Justement, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des différences dans l'adhésion des femmes à ces deux groupes ou est-ce qu'elles adhèrent pour des raisons communes? Donc il y a des raisons qui se retrouvent de part et d'autre, mais d'autres raisons qui sont spécifiques au contexte ou qui peuvent être communes aux deux pays, mais qui s'illustrent de manière différente de part et d'autre. Aussi bien au Niger qu'au Mali, on a documenté l'impact des liens familiaux et des liens matrimoniaux dans l'association des femmes au groupe, mais l'illustration diffère d'un groupe ou d'un pays à un autre. Au Mali, par exemple, les femmes, la recherche a révélé que les femmes ne sont pas directement, elles ne sont pas présentes dans les camps ou dans la brousse. Souvent, nos interlocutrices et interlocuteurs ont utilisé le mot la brousse, ne sont pas présents physiquement dans la brousse avec la Katiba Massina, même s'il y a eu quelques cas de femmes qui sont dans des campements vraiment éloignés des camps des groupes. Les femmes ne sont pas physiquement présentes dans la Katiba Massina, contrairement au Niger, où les femmes qui collaborent, la plupart des femmes qui collaborent ou qui jouent un rôle pour Boko Haram sont physiquement présentes dans Boko Haram, dans les camps de Boko Haram, dans les localités où les zones où le groupe est toujours présent. Donc en termes d'illustration, les femmes qui ont suivi des proches au Niger, elles ont soit décidé de suivre des maris ou ont été forcées par des proches masculins de rejoindre le groupe. Dans le cadre du Mali, c'était plus des femmes qui restaient chez elles, mais qui collaboraient avec le groupe, directement avec des membres du groupe ou qui collaboraient avec le groupe par le biais de proches masculins qui sont dans ces groupes-là. On a aussi documenté des facteurs ou des logiques en lien avec la protection. La protection dans les deux cas, au Mali, c'était plus une stratégie de se protéger sa famille, protéger les membres de son activité génératrice de revenus. Et dans ces cas-là, c'était des femmes qui étaient dans leur communauté, qui collaboraient avec le groupe, trouvaient un moyen de coexister avec le groupe en leur fournissant des informations, en les approvisionnant et autres, ou en encourageant des proches masculins à s'engager dans le groupe. Donc, avoir quelqu'un dans le groupe, c'était un moyen d'avoir le soutien du groupe. Au niveau du Niger, par contre, les cas de protection qu'on a vus, c'était des cas où des femmes étaient menacées de mort. Si elles ne s'engagent pas dans le groupe. Donc, dans la plupart de ces cas-là, ces femmes ont décidé de suivre des proches ou de suivre les membres de Boko Haram sous la menace pour pouvoir protéger leur vie, mais protéger aussi celle de leur famille dans des cas où des membres de leur famille ont été menacés si elles prenaient la décision de ne pas rejoindre les groupes. Donc, on a des facteurs qui reviennent de part et d'autre, mais des illustrations qui peuvent être différentes de part et d'autre. Oui, peut-être un cas spécifique qu'on a documenté en lien avec les motivations. Au Niger, on a documenté aussi des motivations religieuses. Des femmes qui nous ont dit qu'elles se sont engagées pour faire le djihad ou qu'elles se sont engagées dans le groupe pour apprendre le Coran ou pour pouvoir se marier dans un contexte où le groupe fait la promotion du mariage ou demande à des hommes de s'engager pour pouvoir avoir accès à des femmes, pour se marier, mais aussi à des femmes de s'engager pour pouvoir avoir accès à des hommes, pour pouvoir avoir des opportunités de se marier au sein du groupe. Justement, vous l'avez dit tout à l'heure, on voudrait savoir quel est le rôle de ces femmes une fois qu'elles sont recrutées. On sait qu'elles ont un rôle de renseignement, mais ça ne se limite pas qu'à ça. Quel rôle peuvent-elles jouer dans ces groupes extrémistes violents? Dans le cadre de la recherche, nous avons documenté 13 rôles que les femmes jouent déjà pour les groupes extrémistes violents, qu'on a mis dans 3 catégories. Il y a tous les rôles domestiques et reproductifs que les femmes jouent. Elles sont des mères, elles sont aussi utilisées comme appât pour attirer des hommes, en les promettant comme femmes, comme épouses à des combattants ou à des membres masculins du groupe. Elles jouent des rôles de
lavandière, des rôles domestiques. Elle joue aussi la deuxième catégorie, c'est tous les rôles de soutien que les femmes jouent, en recrutant pour les groupes, en informant les groupes, mais aussi en approvisionnant les groupes, pas seulement en moyens de subsistance, mais aussi en moyens opérationnels. On a aussi documenté des cas où les femmes sont utilisées comme des monnaies d'échange. Pour les groupes, l'objectif pour les groupes, c'est de générer de la ressource financière. Les femmes, on a le cas, si je donne le cas par exemple des filles de Chibok, les filles de Dapchi qui ont été enlevées et pour demande de rançon par ces groupes-là comme un moyen de générer des ressources. La dernière catégorie de rôles que les femmes jouent, c'est tous les rôles opérationnels que les femmes jouent. Et je pense que c'est très important parce que souvent, on documente des rôles domestiques, des rôles reproductifs qu'elles jouent qui sont clés pour ces groupes-là dans leur stratégie de pérenniser ce qu'ils font, et de régénérer la ressource humaine au sein de ces groupes. Mais les rôles opérationnels que les femmes jouent montrent que les femmes jouent à peu près les mêmes rôles, à part les rôles reproductifs, que les femmes jouent aussi les mêmes rôles que les hommes. Il y a les rôles de kamikazes, dans le cas de Boko Haram, les rôles d'éclaireuses, d'armurières qu'elles jouent de part et d'autre, Niger, Mali, et qu'il est important que les décideurs ou les stratégies, les politiques qui sont mises en œuvre prennent aussi en compte ces rôles opérationnels et n'excluent pas les femmes, au fait, qu'on ne voit pas les femmes seulement comme des victimes qui ont besoin de soutien psychosocial, c'est important, mais si elles jouent des rôles opérationnels, il faut aussi prendre en compte ces rôles opérationnels dans les décisions qui sont prises. Et sur le profil de ces femmes, on a vu tout à l'heure que le profil social était prépondérant dans le recrutement. Et au niveau de l'âge, est-ce qu'il y a des femmes plus jeunes ou plus vieilles? Je ne sais pas. Il y a du tout. Il y a du tout. On a, donc dans le cadre de la recherche, on n'a pas parlé avec des mineurs pour des raisons éthiques, mais en parlant avec des femmes, elles nous ont parlé de mineurs, elles se sont retrouvées dans les groupes avec des enfants, des fillettes, au fait, des fillettes aussi jeunes que des fillettes de 5 ans. Il y a des filles de 15 ans et il y a jusqu'à des filles. On a parlé avec des femmes qui avaient la soixantaine, des gens aussi, des femmes aussi qui ont 70 ans. Donc, selon les besoins des groupes et ce pourquoi ils veulent recruter des femmes, ils vont pour des profils différents. Et ça, c'est vraiment en lien avec leurs besoins, ce qu'ils veulent obtenir de ces femmes ou les rôles qu'ils veulent assigner à ces femmes. Donc, il y a un peu de tout. D'accord, très intéressant. Et du coup, je voudrais savoir si... j'en perds mes questions, c'est intéressant. Je voulais savoir si... vous avez rencontré des femmes qui ont rejoint ces groupes et qui ont réussi à s'échapper ou à quitter ces groupes? Oui, nous avons parlé à plusieurs femmes au Niger, mais également au Mali. Au Mali, quelques cas au Mali à cause du contexte. Au Niger, il y a un programme de désarmement, de démobilisation, de réintégration mis en œuvre par le gouvernement depuis décembre 2016. C'était vraiment un appel lancé par le gouvernement nigérien aux ressortissants du Niger qui sont au front, qui sont dans Boko Haram, de faire édition volontaire. Donc vraiment, ils ont insisté sur l'aspect volontaire, faire édition volontaire, quitter le groupe pour pouvoir bénéficier d'un programme de réinsertion socio-économique. Donc on a parlé à plusieurs femmes il y a déjà eu 3 vagues de personnes qui ont quitté Boko Haram. On a parlé avec certaines de ces femmes qui ont quitté le groupe et qui ont bénéficié de ce programme, et aussi des femmes qui ont quitté le groupe et qui ont réintégré leur communauté directement et de façon discrète, sans que les autorités ne soient mises au courant. Et souvent, c'est les cas de femmes qui ont été enlevées et la communauté les a plus facilement acceptées parce qu'elles sont perçues comme des victimes des groupes parce qu'elles étaient enlevées. Au Mali, on a aussi parlé avec quelques femmes qui ont réussi, elles, à interrompre la collaboration avec le groupe, des cas de femmes qui ont été arrêtées. Donc là, c'est vraiment une interruption physique. Donc c'est l'arrestation qui a mis fin à la collaboration avec le groupe, et un cas d'une femme qui a été divorcée en quelque sorte par son mari qui est membre du groupe par le biais duquel elle collaborait avec la Katiba Massi. Et du coup, je ne sais pas si vous pouvez en tirer des conclusions ou généraliser, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elles se disent, elles veulent quitter le groupe qu'elles ont rejoint
à une période? Non, il y a plusieurs raisons. Nous avons documenté plusieurs raisons. Si je prends le cas du Niger, des femmes ont décidé de quitter le groupe parce qu'elles n'ont pas, à cause de leurs conditions de vie dans le groupe, y compris des femmes qui ont rejoint le groupe de façon volontaire. Donc, de quitter le groupe à cause de leurs conditions de vie, parce qu'elles ont perdu un membre de leur famille ou la personne qui les a amenées dans le groupe, le père, le mari, le frère, elles ont perdu cette personne-là. Donc, l'idée et surtout dans les cas où elles ont été entraînées dans ces groupes de manière involontaire, ça leur a donné une opportunité de s'évader, quitter le groupe. Mais aussi, il y a des cas où les femmes ont quitté le groupe pour échapper à des abus. Dans les cas où les femmes sont forcées de se marier à des combattants de Boko Haram. La réponse développée aussi par l'État nigérien, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'appel aux Nigérians de faire édition volontaire, a aussi été une porte de sortie pour certaines femmes qui ont eu la garantie de leaders communautaires, de leaders traditionnels, qu'une fois qu'elles seraient sorties de Boko Haram, qu'elles pourraient bénéficier de ce programme de réinsertion et avoir la chance de réintégrer leur communauté. Ça a été vraiment important dans la décision de certaines femmes de quitter, le fait qu'elles avaient l'assurance qu'elles vont pouvoir intégrer leur communauté. Elles avaient l'assurance de ces leaders communautaires, de ces leaders au niveau local, qu'elles ne seront pas juste emprisonnées une fois sorties ou qu'elles ne vont pas être la cible d'opérations militaires une fois qu'elles vont se rendre aux autorités. Donc voilà. Du coup, vous avez parlé tout à l'heure du Niger qui a lancé un grand appel au retour des femmes qui ont rejoint, des hommes, l'extrémisme violent. Quelles sont les mesures qui ont été prises par les deux États, le Niger et le Mali, pour lutter contre l'engagement des personnes dans ces groupes extrémistes violents? Est-ce qu'ils ont été déjà mis en place? Quelles sont les mesures que vous avez prises? Plusieurs mesures. Au Mali, donc les deux pays ont une stratégie de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. La stratégie du Mali doit être révisée. Je pense, à cause du contexte politique, ça prend un peu plus de temps, mais il y a ce cadre qui est mis en place, ce cadre législatif qui vise qui donne au fait un peu le cadre dans lequel l'État nigérien, l'État du Mali veulent prévenir et lutter contre l'extrémisme violent. Le Niger a adopté sa stratégie en début d'année 2021. Donc, les deux pays ont des cadres de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Par contre, au Niger, s'il y a cette politique de DDR, de démobilisation, et de réinsertion pour les femmes, les hommes qui, à un moment donné, se sont associés au groupe. Au Mali, il n'y a pas encore de processus de DDR, ni pour les hommes, ni pour les femmes d'ailleurs. Et à un moment donné, il serait important que le Mali aussi, parce que c'est une stratégie, le fait d'encourager des gens à quitter le groupe, c'est un moyen d'affaiblir les groupes. Si les groupes n'ont pas de ressources humaines, ben, ils ne peuvent pas opérer. Donc, avoir des programmes efficaces qui permettent de dissocier ou d'amener des gens à quitter le groupe, c'est aussi une stratégie qui doit être mise en œuvre en incluant bien sûr les communautés dans lesquelles ces personnes doivent être réinsérées. Et souvent, ces communautés sont victimes, ces communautés ont vécu les atrocités, les attaques menées par ces groupes. Donc, il serait important aussi qu'au niveau du Mali, qu'à un moment donné, que cette conversation puisse commencer ou cette réflexion sur les incitations que l'État peut proposer à des gens qui sont au front, mais qui cherchent que des portes de sortie pour quitter ces groupes-là et qui, pour l'instant, comme il n'y a pas de porte de sortie, continuent leur association, leur collaboration avec ces groupes. On arrive à la fin de cette conversation très intéressante. Une dernière question, très vite. Justement, quelle est la conclusion de ce rapport? Quelles sont les préconisations à l'État ou aux communautés pour lutter contre l'engagement des femmes dans les groupes extrémistes violents? Donc, plusieurs, mais je vais me focaliser, comme on n'a plus beaucoup de temps, sur quelques-unes des recommandations qu'on a faites. L'une des recommandations qu'on a faites à la suite de cette recherche, c'est vraiment d'encourager ou
où cette nécessité que la compréhension de l'implication des femmes puisse évoluer en fonction des réalités du terrain. Qu'on ne se limite plus à cette analyse ou à cette compréhension simpliste de l'association des femmes ou des femmes qui sont seulement perçues comme des victimes des groupes extrémistes violents, mais vraiment prendre en compte la diversité des rôles et des expériences que les femmes jouent pour ces groupes. Garder à l'esprit que si les groupes incluent les femmes, c'est parce qu'ils ont des besoins spécifiques pour les femmes qui les incluent, et que si les femmes rejoignent ces groupes, c'est parce qu'elles ont aussi des besoins que ces groupes arrivent ou des besoins qui s'alignent au fait de part et d'autre. La deuxième recommandation qu'on a faite à la suite de cette recherche, c'est la nécessité d'inclure les femmes dans les politiques, dans les décisions qui sont élaborées, mises en œuvre au Mali et au Niger pour lutter et prévenir l'extrémisme violent, et s'assurer que les réponses qui sont mises en œuvre soient des réponses véritablement inclusives. Inclusives des communautés qui vivent la réalité de l'extrémisme violent, inclusives de tous les acteurs et toutes les actrices qui sont impliqués ou qui sont affectés par l'extrémisme violent de près ou de loin, mais aussi inclusive des dynamiques locales, des dynamiques qui poussent les femmes à se retrouver dans ces groupes. J'ai parlé de l'importance des liens familiaux et des liens matrimoniaux dans l'association des femmes, donc ce qui implique qu'il faut aussi travailler avec les hommes. Il faut aussi travailler avec les hommes qui souvent sont les conduits des femmes dans les groupes extrémistes violents. Il y a aussi la nécessité d'investir dans la résilience. Dans le cadre de cette recherche, on a parlé avec des femmes qui ont fait l'objet de tentatives de recrutement par ces groupes, mais qui ont développé des stratégies pour ne pas se retrouver dans ces groupes pour des raisons diverses. Il serait important de comprendre ces stratégies de résilience, de renforcer ces stratégies de résilience au niveau local et aussi d'identifier les acteurs locaux qui jouent déjà un rôle dans la résilience des femmes au niveau communautaire. Merci beaucoup, merci de nous avoir consacré ce temps. Pour retrouver le rapport Inclure les femmes, à quelles femmes Katiba Massina et Boko Haram, vous pouvez le télécharger sur le site issafrica.org. Jeanne Ella Battant, merci beaucoup et à très vite. Merci Khalid.